Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente un article qui concerne l'exil dans le roman de Fouad Laroui, Une année chez les Français. Donc, ce roman représente le sixième roman de Fouad Laroui, auteur marocain d'expression foncièrement française, mais qui a aussi publié quelques recueils de poèmes et de textes en néerlandais, la langue du pays où il réside depuis 1990 et dont il a obtenu la nationalité. Cette œuvre a été sélectionnée pour le Goncourt en 2010, prix que l'auteur a finalement reçu dans la catégorie de la nouvelle en 2013 pour L'étrange affaire du pantalon de Da Soukine en neutre. L'année suivante, son livre Les tribulations du dernier Sigil Messie a remporté le Grand Prix Jean Giono et l'Académie française lui a décerné la Grande Médaille de la francophonie. Le titre du roman qui nous occupe se tend d'emblée la situation d'exil que Mehdi Khatib, le protagoniste, va endurer durant son année scolaire au lycée Lyoté, où il atterrit en 1969 grâce à l'obtention d'une bourse, bien que 13 ans se soient écoulés depuis la fin du protectorat. Cet établissement continue à incarner un haut lieu de l'éducation de l'élite maroco-française, page 281. Fleuron de l'enseignement français au Maroc, ce lycée, situé à Casablanca, fut fréquenté par les enfants des Français, mais aussi par certains privilégiés autochtones, comme le souligne Tselika 2005. Ces centres scolaires contribuèrent au rayonnement de la langue et de la culture de l'Hexagone. Dans ce pays où existait un enseignement coranique et talmudique et déjà des écoles chrétiennes, les autorités françaises créent, dès la fin du XIXe siècle, des établissements publics pour contrecarrer ces influences religieuses. Ils ont pour fonction première de scolariser les enfants des militaires, des fonctionnaires et des colons, mais aussi de franciser les enfants des communautés européennes présentes sur ces terres d'Afrique. Mais peu à peu, sous la pression des notables locaux qui voient là pour leurs enfants l'occasion d'acquérir un passeport pour la modernité, le nombre d'élèves maghrébins ne cesse d'augmenter. Ces autochtones formés comme l'auteur dans ce type d'institution composeront une élite, et certains comme Abdelkbir Khatibi ou Driss Raibi dans le contexte marocain acquerront notamment une renommée internationale dans le monde de la littérature. Notre étude se propose d'analyser le processus de dépersonnalisation que va subir le héros du roman. On va analyser le processus de dépersonnalisation que va subir le héros du roman au sein de cet espace érigé comme un îlot français sur le sol marocain. Sa scolarisation de ce lycée le confrontera à une expérience exilique où affleureront les stigmates accolés à sa condition d'exilé, comme la précarité économique, entre autres, dont nous révélerons les conséquences pour l'enfant. Dans un troisième volet, nous nous pencherons sur l'écartèlement linguistique de Mehdi. Dans un troisième volet,
nous nous pencherons sur l'écartèlement linguistique de Mehdi, tiraillé entre deux univers disposant chacun de sa propre langue, et sur les vicissitudes du protagoniste à cet égard. Finalement, le dernier chapitre abordera l'exutoire adopté par le héros pour parvenir à surmonter l'extranéité environnante. Exutoire, l'exutoire. Les affaires de l'exil. L'arrivée de Mehdi au lycée marque le début de son expérience exilique. Oui, exactement. Donc l'arrivée de Mehdi au lycée marque le début de son expérience exilique au sein de son propre pays. Au sein de son propre pays. Adin ni loin Guiche remarque à ce propos que l'entrée dans le monde de l'éducation coloniale représente un facteur de rupture important, une initiation à la différence culturelle et raciale et participe à la mise en exil progressive du colonisé. C'est pourquoi, malgré des circonstances politiques autres, le protagoniste larouien va partager cette sensation de l'exil, contraint par des conjonctures diverses à occuper un espace qui lui est étrange. Déjà son départ du domicile familial est assumé par ses frères comme un voyage de non-retour. Il assistait à le revoir d'un explorateur en partance pour des Occidents périlleux dont on ne revenait pas. Périlleux, ça veut dire dangereux. Péril, là où il y a du péril. Le risque. Ainsi, dans ce microcosme, un petit monde, sous régime français, toute présence liée au monde oriental non autorisée est considérablement comme une ingérence. Comme une ingérence. Dès lors, l'enfant incarne la figure de l'ingénu, confronté à un univers dont il ignore les mœurs et les normes intrinsèques, au sein d'une diégèse placée sous le signe de l'humour, sous-jacent dans la plupart des œuvres de Fouad Larbi. Les odeurs mêmes qui lui sont étrangères et lui rappellent qu'il n'est pas chez lui. Il respire l'odeur caractéristique des Français. Il respire l'odeur caractéristique des Français. Il respire l'odeur, l'odeur caractéristique des Français. Il respire l'odeur caractéristique des Français. Il respire, pardon, je dois garder cette idée-là, c'est important.
Pardon. Il respire l'odeur caractéristique des Français. Il respire l'odeur caractéristique des Français. Un mélange de senteurs d'encaustique et de cire, mêlé de lavande, loin de Roland, d'épices, des maisons, des Marocains. Ce trait souligne ainsi le premier élément de la condition de l'exilé. Madé respire l'auteur caractère des Français, un mélange de senteurs, d'encaustique et de cire, mêlé de lavande. Pardon, j'explique quelques mots. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce trait souligne ainsi le premier élément de la condition de l'exil, la privation du lieu où chacun habite, en se sentant chez soi, en son oncle, et sa mutation ontologique en un être déchiré, tiraillé entre deux pays, deux cultures, deux mondes. Mutation ontologique, un être déchiré, un être déchiré. Déchiré. Entre deux pays. Tiraillé entre deux pays. Déchiré. Tiraillé entre deux pays. Deux pays. Deux cultures. Deux cultures. Deux mondes. Cette confrontation démarre par la perception de l'établissement comme une forteresse. L'établissement comme une forteresse. L'établissement comme une forteresse. Ça veut dire quoi une forteresse? Prison militaire, ça peut avoir ce sens-là. Comme une forteresse. Dans Milo, le concierge personnifierait la première ligne de défense. Sa considération de l'espace comme le royaume d'un autre le mène à assumer une condition de l'imposteur qui le hantera tout au long de sa scolarité. Ainsi, lors de sa représentation du Cid, le héros se sent-il possédé par un démon qui déclamerait à son insu. À tel point, il s'estime incapable de tenir ce rôle avec autant de brio, avec autant de brio. À ce propos, l'adoption du sobriquet Mehdi le Mort met en relief l'imposture dont il fait montre et qui a partie liée avec deux éléments de la diégèse, son goût pour le théâtre, d'une part, et le processus de dépersonnalisation symbolique
qu'il endure d'autre part. On a la dépersonnalisation symbolique. Son goût pour le théâtre. Dépersonnalisation symbolique qu'il endure. Le monde théâtral attire Mehdi dans la mesure où il instaure un ordre où le mensonge a droit de citer et où le faux semblant, la duplicité et les masques sont de mise. Le monde théâtral attire Mehdi dans la mesure où il instaure un ordre où le mensonge a droit de citer et où le faux semblant, la duplicité et les masques sont de mise. Les chemises en soie et les pantalons en velours hérités d'élèves opulents représentent un déguisement où son identité de monde éclipsé, au point de ne pas se reconnaître lui-même. Dans la vitre du réfectoire, très bonne citation. Dans la vitre du réfectoire, il a l'impression de contempler un petit Français. Dans la vitre du réfectoire, vitre du réfectoire. Il a l'impression de contempler Il a l'impression de contempler un inconnu. Un petit Français. Donc, vous voyez, le faux semblant, la duplicité et les masques sont de mise. Les chemises en soie et les pantalons en velours hérités d'élèves opulents représentent un déguisement où son identité de mode demeure éclipsée, disparue, au point de ne pas se reconnaître lui-même. Dans la vitre du réfectoire, il a l'impression de contempler un inconnu, un petit Français. Cette usurpation amplifie sa hantise mystificatrice et de lors il se considère un imposteur double, triple, voire quadruple. Un imposteur double, ça veut dire. Imposteur, c'est un usurpateur, c'est un hypocrite, c'est un tartuffe, c'est un menteur, c'est un bidon. Il est double, voire triple, voire quadruple, en suggérant au protagoniste de lire le théâtre et son double d'Artaud, Dumont, un des surveillants, prétend soulager la sensibilité écorchée de cet enfant constamment pris en porte-à-faux et rongé par cette sensation d'extranéité, cette sensation d'étrangeté, d'extranéité. Quand on parle d'extranéité, ça veut dire qualité de ce qui est étranger. Donc, cette référence de Fouad El-Aroui n'est point gratuite. Elle converge en effet vers l'axe sémantique de l'être FC, le paraître, qui vertèbre l'œuvre et cristallise dans
les différentes manifestations de perte identitaire du héros. On a dit cette référence de la n'est point gravée. Elle converge, exactement, oui, c'est important. Elle converge vers l'axe sémantique de l'être et le paraître, qui vertèbre l'œuvre et cristallise dans les différentes manifestations. Quand on parle de vertébrer, ça veut dire structurer. Elle structure l'œuvre et cristallise dans les différentes manifestations de perte identitaire par le biais des surnoms qu'on lui octroie. Par le biais des surnoms qu'on lui octroie. Pardon, je dois écrire cette idée. Pardonne. Par le biais des surnoms qu'on lui octroie. Par le biais des surnoms qu'on lui octroie. L'œuvre de l'art, oui. Structuré, vertèbre vers les différents vertèbres, l'être et le paraître, l'être et le paraître, et les manifestations de la perte identitaire et les manifestations de la perte identitaire. La création de ces sobriquets répond à divers critères. Le plus souvent, ils sont en rapport avec une bévue commise par l'enfant du fait d'un quiproquo ou d'une mauvaise interprétation. La création de ce sobriquet répond à divers critères. Le plus souvent, ils sont en rapport avec une bévue commise par l'enfant du fait d'un quiproquo. Pardonne. Bévue. Quand on parle de bévue, ça veut dire erreur commise par ignorance ou par inadvertance. Bêtise, bourde, connerie, faux pas, gaffe, impair. On dit c'est une erreur commise par ignorance ou par inadvertance. Quand on parle d'inadvertance, ça veut dire